D'abord, avant de rentrer sur comment est-ce qu'on peut générer de la créativité, on va essayer de redéfinir un petit peu qu'est-ce qu'on cache derrière cette notion de créativité. Il y a quelque chose qui revient souvent quand on parle de créativité, c'est ce qu'on va appeler le triade créatif, qui est tout simplement le moment où la créativité arrive, c'est le moment où en fait on va avoir la rencontre entre plusieurs éléments qui vont être l'attention qu'on va porter à un sujet, le fait qu'on va être attentif à une situation donnée, la passion que l'on va vivre par rapport à ce sujet et l'imagination. Et c'est la rencontre des trois qui va permettre d'aboutir comme ça à une situation créative, quand on va vivre en fait ces trois situations. De la même manière, quand on parle de créativité avec les gens, très souvent ils vont nous dire que on a l'impression d'une certaine manière que c'est un don mystique, la créativité. Alors pourquoi don mystique? À la fois le côté don, c'est-à-dire certains l'ont et ne l'ont pas, et on pense que c'est quelque chose qui nous est donné à la naissance, que c'est pas quelque chose qui est acquis, mais que c'est quelque chose qui est inné chez les individus. Et ensuite le côté mystique, parce qu'on ne sait pas encore, même quand bien même on aurait ce don, on ne sait pas encore très bien comment il se génère chez nous. On a l'impression que c'est quelque chose qui nous traverse à un moment donné, et si on n'a pas réussi à l'attraper à ce moment donné, mais en fait il disparaît. Et du coup, on a du mal avec cette notion de créativité, justement parce que, bah voilà, à la fois il y a ce côté mystique qui fait qu'on ne maîtrise pas ce sujet de créativité, et aussi ce côté don où on pense du coup que c'est quelque chose qui de toute façon n'est valable que pour certaines personnes. Alors qu'en fait, la créativité, elle va naître de la rencontre de trois éléments. Le premier, c'est qu'il faut qu'on ait un certain niveau de connaissance sur les sujets. C'est notre boîte à outils, c'est tout ce qu'on sait sur certains sujets. Ensuite, il va y avoir l'arrivée d'une pensée divergente. C'est comment on va utiliser en fait cette connaissance pour venir la matérialiser dans de multiples usages différents. Comment on va tordre ces connaissances pour imaginer des choses très différentes. Ça, c'est la pensée divergente qui va nous permettre de l'amener. Et ensuite, on va rationaliser tout ça avec une pensée convergente qui va nous permettre de synthétiser toutes ces idées qu'on a pu avoir en quelque chose d'utile. Parce que le principe de la créativité, c'est pas simplement d'imaginer des choses avec notre pensée divergente, mais c'est aussi de les transformer en quelque chose d'utile et en quelque chose qu'on va pouvoir appliquer concrètement sur le domaine où on est. Et c'est là où véritablement une idée va se transformer en quelque chose de créatif. C'est quand elle va trouver la rencontre avec son usage, d'une certaine manière. Et ce qu'on voit, c'est que notre système éducatif, il nous apprend en fait à lisser notre pensée divergente. On nous demande continuellement alors à nourrir notre système éducatif, notre société tout court, hein, pas que l'école, notre façon d'échanger les uns entre les autres, etc. On nous demande très souvent d'augmenter notre niveau de connaissance. On va nous apprendre énormément de choses. Et par contre, ce qu'on va regarder, ça va être le résultat du coup de notre pensée convergente. Et on va pas forcément euh, motiver les gens à avoir des pensées divergentes. Au contraire, ça fait peur. Des personnes qui ont des pensées divergentes, parce qu'on va perdre du temps, parce qu'on ne maîtrise pas les sujets, etc. Et ce qui va nous intéresser, aussi bien dans l'évaluation pédagogique qu'on va retrouver dans le système éducatif que dans notre gestion et nos interactions avec les gens au quotidien, c'est en fait cette pensée convergente. Sauf que si on enlève la pensée divergente dans le processus créatif, ben en fait on n'a plus de création derrière. On n'a que de la synthèse de connaissances déjà connues et on ne fait que aboutir à des solutions qui sont des solutions évidentes parce qu'en fait on est juste en train de récupérer des éléments de notre connaissance dans notre boîte à outils qu'on va revenir en fait avec notre pensée convergente repositionner sur un même sujet. Et ça c'est quelque chose qu'on voit bien, y compris avec l'évolution des âges. Il y a une étude qui a été menée dans les années 1990 où en fait ils ont fait un test de créativité auprès d'enfants de 5 ans. Et lorsqu'ils ont fait ce test-là, il y avait 98% des enfants qui atteignaient le score de créativité, enfin qui étaient dans le plus haut niveau du score de créativité. Ils ont repris ces mêmes enfants 5 ans plus tard, ils ont refait le test, et cette fois-ci, il y avait plus que 30% des enfants qui atteignaient ce niveau de créativité. Ils ont repris ces mêmes enfants 5 ans après, à l'âge de 15 ans, ils ont refait le même test, et cette fois-ci, on tombe à 12%. On parle, alors j'ai plus les valeurs exactement, je crois qu'on parle de 600 enfants, ou 300, je sais plus, 300 ou 600 enfants sur lesquels ils ont fait le test. Et ils ont fait le même test sur des adultes, et là, alors attention, là ils ont quand même pris 280 000 adultes, hein, donc on est quand même sur un test qui est assez important. Et ils ont fait le même test qu'avec les enfants, et donc les adultes, ça commençait à partir de 25 ans, et là cette fois-ci, parmi les personnes qui atteignaient le plus haut niveau de créativité, il n'y avait plus que 2% des adultes. Et en fait, cette étude, elle montre bien que la créativité, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas un don, c'est quelque chose qu'on a tous,
à la naissance, lorsqu'on est enfant, etc. Et c'est juste que notre société va venir en fait lisser notre pensée divergente. Quand on est enfant, on s'en fiche du regard des autres. En tout cas, autour de l'âge des 5 ans. Et on voit très rapidement, dès l'âge des 10 ans, on commence à avoir un meilleur recul, on commence à être attentif et on commence du coup à réduire énormément notre créativité. Mais lorsqu'on a 5 ans ou moins, on s'en fiche un petit peu du regard des autres, donc notre pensée divergente, elle est en quelque sorte à son maximum. On va mélanger des choses, on va faire des combinaisons de notre boîte à outils, de notre connaissance qui paraissent improbables au premier niveau et qui vont faire que justement on est capable d'aboutir à un niveau de créativité assez important. Ce qui fait qu'au final, il ne faut pas parler de dons mystiques, il faut plutôt parler de confiance créative. Comment est-ce qu'on est en mesure justement de refaire vivre cette confiance créative au sein de ces individus et de leur dire, en fait, si ce don tu l'as forcément, c'est juste que tu as perdu cette confiance à être créatif, cette confiance tout simplement à générer ce processus de pensée divergente et de pensée convergente. Et qu'on te laisse le faire. Du coup, pour être plus créatif, il y a différentes techniques. Moi, je vais déjà vous demander un petit exercice. Vous allez fermer vos yeux là pendant quelques secondes et vous allez imaginer la dernière fois que vous avez eu une super idée. La dernière fois que vous avez eu une super idée. Et dites-moi maintenant, où est-ce que vous étiez quand vous avez eu cette super idée? En plein Crazy 8. En plein Crazy 8, ouais. En réunion. En réunion. Moi, c'est le soir chez moi, tranquille. Ce qu'on voit très souvent quand les gens nous répondent ça, c'est rarement au travail. Donc, sauf toi, Lisa, visiblement. Mais ce que les gens vont nous dire, c'est j'étais sous la douche, j'étais dans mon lit, j'étais en train de marcher, j'étais chez moi le soir, etc. Je vais vous demander un deuxième exercice qui est maintenant fermer les yeux et imaginez la dernière fois où vous êtes disputé avec quelqu'un de votre entourage. Alors, je ne vais pas vous demander de me dire pourquoi vous vous êtes disputé, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, vous êtes disputé, le ton est monté, vous avez quitté la salle, l'autre personne a quitté la salle, et là, très souvent, qu'est-ce qui se passe? On va finir par se dire « Ah, mais si je lui avais dit ça, en fait ». Et c'est a posteriori qu'on va finir par faire sortir l'argument qu'on aurait aimé sortir lors de la dispute, plutôt qu'en plein milieu de la dispute. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on va avoir le temps de penser. On va avoir le temps de processer toutes ces informations, de les analyser, d'imaginer avec notre pensée divergente des scénarios possibles et imaginables en fonction de ces arguments, et ça va nous permettre derrière de synthétiser les arguments. Et c'est la même chose avec le premier exercice que je vous ai proposé, qui est qu'en fait, au travail, on n'a pas forcément le temps de penser. C'est pas quelque chose qui est valorisé dans le monde de l'entreprise, le temps de penser, parce que c'est pas un temps de production, c'est un temps de réflexion. Et le but de l'entreprise, c'est de vous faire produire, c'est pas forcément d'avoir l'impression que vous passez du temps à réfléchir. Si vous essayez du coup de dire à vos collègues, à votre patron, etc., de dire bah écoute, moi là je vais aller marcher dans la rue, quoi, et c'est comme ça que je vais pouvoir bien travailler, vous allez forcément, naturellement, les gens auront un regard qui peut être, et du coup c'est malheureusement évidemment, vont avoir un regard envers vous, comme quoi, voilà, vous allez arrêter de travailler à ce moment-là. Et même vous, naturellement, vous allez dire, là je m'arrête de travailler, je vais faire autre chose. Mais en fait, c'est du travail, le temps de penser également. Donc il faut apprendre à remettre du coup, parmi cette confiance, cette notion de se dire, en fait, le temps de penser est un temps, justement, du coup, de créativité, quoi. Une autre façon d'amener de la créativité, ça va être de changer de sujet ou de changer de contexte. D'être tout simplement dans une situation où vous êtes sur une problématique donnée, vous n'arrivez pas à être créatif, vous n'arrivez pas à avancer, passez à une autre. Ça sert à rien. Et à un moment donné, si vous butez, il faut aller sur un autre sujet. Il y a par exemple une thématique qui s'appelle le slow motion multitasking, qu'on retrouve un petit peu dans ces notions de créativité. C'est une théorie qui a été mise en exergue du coup dans les années 60 par Bernice Edison, qui a étudié 40 scientifiques reconnus et qui a regardé en fait parmi ces 40 scientifiques reconnus
qu'est-ce qu'il y avait en commun sur leur créativité et le fait que justement ils étaient capables de créer du coup ces notions scientifiques. Et en fait, elle a démontré que chacun de ces 40 scientifiques n'arrêtait pas de changer de thématique de travail. Et en fait, le slow motion multitasking, il a pour objectif de faire du multitâche, mais pas du multitâche dans une même journée. Pas de se dire, je fais quelque chose, je m'arrête, je passe à autre chose, je fais quelque chose, je m'arrête, etc. Plutôt de se dire, je gère 2, 3, 4 sujets en même temps, mais sur une temporalité qui est relativement longue. Et en fait, je vais travailler sur un sujet, et puis au bout d'un moment, je vais passer à un autre. Et je vais laisser le sujet initial se décanter, et ça va me permettre de prendre un petit peu plus de recul. Donc c'est vraiment une notion de faire du multitâche, non pas comme on a l'habitude de le faire, parce que comme on a l'habitude de le faire, on est dans une situation où on traite tout en urgence, mais plutôt dans une situation où on va justement ralentir la cadence et plutôt passer d'un sujet à un autre pour nous permettre de laisser reposer un petit peu les différentes idées que l'on peut avoir. Alors vous avez une vidéo qui est pas mal sur la créativité, on va pas la regarder maintenant, mais comme ça vous aurez les références aussi. Et du coup, parmi un autre élément que vous pouvez avoir en termes d'amélioration de votre créativité, il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment dans tout ce qui est création de concepts d'entreprise et autres, c'est quand vous allez sortir les idées d'un contexte pour les appliquer à un autre. Quand vous allez voir quelque chose qui se déroule, non pas chez un concurrent, mais dans un autre domaine, dans quelque chose qui n'a rien à voir, et que vous allez vous dire, ok, comment est-ce que cet élément, je peux l'appliquer à mon contexte à moi? Et là, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous gardez votre processus de pensée divergente et de pensée convergente, mais ce que vous faites, c'est que vous augmentez votre boîte à outils, vous augmentez votre connaissance, donc vous augmentez votre capacité à être créatif. C'est quelque chose qui marche assez bien. On l'a vu, parmi les éléments qui limitent la confiance créative, il y a le fait qu'on a quand même une pression sociale. Et donc du coup, pour limiter cette pression sociale, une bonne façon de le faire, c'est de retrouver son âme d'enfant. Et non pas de retrouver son âme d'enfant en se disant si je réagis comme un enfant, j'arriverai à être créatif, mais plutôt de se dire, mais en fait là, on accepte d'être dans des situations de divergence, des situations naïves, des situations où justement, on va pas commencer à critiquer les idées des uns et des autres. Et là, c'est tout ce que vous avez sur les ateliers avec, par exemple, les Lego Serious Play ou ce genre du coup de démarche. Une autre façon d'amener de la créativité, c'est de diversifier votre équipe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à interpréter les éléments en fonction de notre propre expérience. Donc on fait notre pensée divergente et notre pensée convergente en fonction de ce qu'on a vécu, nous, dans notre culture, dans notre société, dans notre histoire personnelle et professionnelle. Et donc si vous augmentez la diversité de votre équipe, vous allez augmenter ces façons différentes d'interpréter les informations et ça va vous permettre du coup d'aboutir à des pensées convergentes et des pensées divergentes différentes parce que vous avez des personnes qui vont les traiter, cette boîte à connaissances, cette boîte à outils, qui vont les traiter différemment de ce que vous auriez fait. Donc ça vous permet comme ça de compléter un petit peu les éléments. Et enfin, alors je crois que c'est le dernier exemple, je ne sais plus exactement si c'est le dernier exemple que je vous ai mis. Une dernière notion consiste en fait à assumer l'échec. À se dire que l'échec c'est un succès en soi. Pourquoi? Parce que déjà l'échec va vous apprendre quelque chose, ça va vous apprendre que ça ne marche pas. Et très souvent, en fait, en aboutissant à un échec, vous allez potentiellement découvrir quelque chose de différent. Et il y a plein d'histoires que vous pouvez trouver, d'entreprises, de recettes de cuisine, de ce que vous voulez, qui en fait sont des créations issues d'un échec où les personnes étaient en train d'essayer de faire autre chose à la place. Et donc cette façon d'assumer l'échec est une façon pour vous de tester votre pensée divergente, d'assumer votre pensée divergente, et surtout c'est qu'en assumant l'échec et en disant qu'en tant que manager, en tant que collègue, vous acceptez l'échec, en fait vous assumez vous assumez la pensée divergente des gens. Alors que si au contraire vous réprimez l'échec, vous êtes en train de lui dire ne fais pas trop de pensées divergentes, parce que sinon justement tu aboutiras à quelque chose qui ne me plaît pas. Et ce qui va vous allez montrer que ce qui vous intéresse c'est simplement la pensée convergente et non pas la pensée divergente. Donc l'échec est quelque chose d'important aussi, enfin le côté assumer l'échec est quelque chose d'important. Ensuite, vous avez beaucoup d'ateliers créatifs, alors je ne vais pas forcément les lister, on va passer très vite sur ces slides-là. Parmi les ateliers créatifs en démarche produit, vous avez le 6 to 1, le fait d'imaginer 6 concepts différents de votre interface et puis ensuite un seul concept. Le Crazy 8, d'imaginer 8 concepts différents en 8 minutes. Vous avez la Product Box qui consiste à prendre une boîte de carton comme si c'était une boîte céréale, donc un packaging en fait de votre produit et d'utiliser les faces de la boîte de carton pour venir pitcher votre produit,
ou encore, comme je le disais tout à l'heure, sur les Lego Serious Play. Bref, tous les ateliers qui vont vous permettre de revenir sur de la manipulation, revenir sur des éléments ludiques, revenir en fait sortir du contexte dans lequel vous êtes professionnellement, etc., pour être dans un contexte sur lequel vous n'avez pas l'habitude d'être, sont des éléments qui vont vous permettre au final d'être plus créatif. Donc pour être plus créatif, c'est simple, soit vous augmentez votre connaissance, et vous allez augmenter votre boîte à outils, soit vous prenez du temps pour avoir votre pensée divergente, soit vous vous assurez que votre pensée convergente, vous n'êtes pas le seul à faire de la convergence. Et c'est pour ça que les ateliers sont intéressants pour la démarche créative, parce qu'en fait, les ateliers, ils vont mélanger un petit peu de tout ça. C'est-à-dire, vous allez réunir plusieurs personnes qui ont des connaissances différentes, vous allez prendre le temps à plusieurs de réfléchir en situation de divergence, de brainstorming sur la problématique que vous avez, et vous allez converger ensemble et pas de manière individuelle pour aboutir à un résultat différent. Et donc, les ateliers sont souvent, quel que soit l'atelier que vous menez d'ailleurs, une bonne solution en fait pour aboutir à de la créativité.